Je vois effectivement beaucoup de personnes que nous connaissons. Il est 8h30, on attend 2 minutes, 2, 3 minutes. Bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marianne. Je me permets de me présenter, Nicole Ordonneau, puisque je ne suis pas membre de l'IEAM et Pour le j'ai moment, été... pour le moment. Mais tu es connue, tu es connue. Oui, non, mais je voulais me présenter parce que je ne veux pas m'immiscer dans un cercle de personnes distinguées et bien connues et sans me présenter. Voilà. Donc, Merci. je me présente à la présidente en particulier, dont la réputation n'est plus à faire. Voilà. Alors, c'est le Mais on invite beaucoup, on n'invite pas que les membres à nos matinales. Tout C'est le une des monde est bienvenu. Alors, merci, merci, Donc on va continuer à vous inviter. merci beaucoup. Sylvie Buchalet, bonjour. Dominique Degray, bonjour. Ça monte, on est à 24 et puis Ça monte. je ne crois pas qu'on ait à des enfants de bas âge à déposer à l'école, mais l'expérience prouve que c'est l'heure où ça monte. Catherine, bonjour. Bonjour, bonjour Anne-Sophie, bon courage. Bonjour Catherine, ravie d'être là. Oui, et ravie de t'écouter. Il faudra me poser des questions, hein. Comme d'habitude, on vous laisse parler 20-25 minutes et on vous posera les questions après. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. Il y aura des questions. Bonjour Pascal. Salut Pascal. Je devrais Bonjour, bonjour à vous. à 8h30, à 9h30. Bonjour Pascal. Oui, mais on arrête en général à 9h30. Merci Jocelyne. On attend le 30e et au 30e, on Allez, démarre. au 30e, on démarre. Ouais. Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Le problème d'éclairage. C'est mort. Bon, ok. 30, Ah ouais, voilà. on est à 30. On va vous demander à tous de couper vos micros pendant que Madame Maître Nardon fait son exposé. Vous les remettrez ensuite de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite. À toi, Bon- Eric. Bonjour à tous pour cette nouvelle matinale de l'IEM. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Anne-Sophie Nardon, une consoeur, avocate depuis 1992, associée du cabinet Borghese, ancienne collaboratrice d'Henri Leclerc. Vous avez de nombreux mandats, vice-présidente de l'ACE depuis 2020, vous êtes déléguée à la CNBF depuis 2022, vous avez suivi un certain nombre de formations, j'évoquerai simplement la formation qualifiante de l'EIMA en 2013. Vous avez animé de nombreuses conférences et je ne vais pas les citer toutes car ça mobiliserait un peu de temps. Vous êtes enseignante, vous donnez des cours à Dauphine, Paris 2, à l'ENM. Vous avez écrit un ouvrage en 2021, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la succession d'un artiste, et vous êtes en préparation d'un ouvrage sur le regard critique au singulier du droit pénal de l'art. Et enfin, vous avez écrit de très nombreux articles. Alors, j'aurais une première question à vous poser. Le sujet de votre intervention m'intrigue. Médiation, marché de l'art, lune de miel, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, lune de miel, point d'interrogation? Madame Nardon? Le son, merci. Pardon. Alors, je vous remercie d'abord beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis vos rendez-vous matinaux aussi régulièrement que possible et je trouve la formule excellente. Et je viens vous parler aujourd'hui effectivement de la question de la médiation dans le marché de l'art en tant qu'avocat, donc avocat accompagnateur d'un client qui va en médiation. Alors, je vais répondre à la question justement de savoir si on peut parler d'une lune de miel entre le marché de l'art et la médiation. Et on va tout d'abord examiner, pour répondre à cette question, le terreau, c'est-à-dire de quoi on parle et de quoi on part, pour savoir si
la médiation va être l'outil adapté à la résolution des conflits qui peuvent survenir. Alors, un petit mot d'abord sur le marché de l'art, parce que c'est bien quand même d'essayer de voir ensemble de quoi on parle quand on parle du marché de l'art. Alors, on parle en fait de l'ensemble des transactions qui peuvent être passées et qui sont liées d'une manière générale aux œuvres d'art ou aux objets d'art. Alors, c'est très vaste, c'est tout à fait transversal, et c'est un milieu qui va réunir divers acteurs qu'on appelle les intervenants du marché de l'art. Alors, ces intervenants du marché de l'art, qui sont-ils? Ça va être l'artiste, ça va être les héritiers, peut-être de l'artiste, mais aussi les collectionneurs. Ça peut être vous et moi qui achetons une œuvre aux enchères, par exemple, ou dans une galerie. Ça peut être aussi des galeristes, des maisons de vente, ce qu'on appelle les opérateurs de vente volontaires. Et puis, ce sont aussi les entreprises, puisque le mécénat leur ouvre la porte à des achats d'œuvres d'art. Ça peut être aussi des institutions muséales, ça peut être l'État, hein, puisque l'État est partie prenante dans ce marché de l'art. Et donc, on voit tout de suite, et ça peut-être tout de suite nous donner une idée de l'intérêt de la médiation, c'est que ce sont des intervenants qui ont des tailles très diverses, qui ont un poids économique très divers. Et donc, on va se retrouver avec toute une série d'acteurs qui ont des intérêts économiques sérieux et le tout avec une bonne dose de passion. Donc, je dirais qu'on a un bon terreau de départ. Et puis, ce qu'on peut dire aussi pour évoquer ce marché de l'art, c'est que c'est un marché mondial. Les œuvres d'art circulent dans le monde, elles sont vendues ici ou là, il y a dire un choix stratégique de savoir où on va vendre une œuvre. Ça circule énormément. Donc c'est un marché mondial dans lequel la France se trouve en 4e position. Les États-Unis sont en premier, ensuite la Chine. Là, je vous donne les chiffres de 2022, hein, ça va peut-être changer ensuite en 2023 vu la situation en Chine, mais en tout cas, pour retenir qu'il y a les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Ça, c'est les 4 plus grands acteurs. Nous, on était au début du XXe siècle en première place et maintenant, on est au 4e rang. Et c'est un marché, pour vous donner un ordre d'idée, qui représentait en 2022 67 milliards de dollars. Donc, c'est un marché quand même assez important. Ce qu'on peut dire aussi sur la typologie des conflits. Il y a énormément, enfin, vous me direz, les conflits, c'est toujours varié, puisqu'on peut toujours trouver toutes sortes de disputes où qu'on soit. Mais dans le marché de l'art, pour vous donner une idée, on va avoir des conflits qui vont d'abord tourner autour de la question de la propriété de l'œuvre, autour des droits de l'artiste. Par exemple, une personne met une œuvre, enfin confie à une maison de vente une œuvre héritée de sa famille, par exemple, et puis au moment de la mise en vente, tout d'un coup, l'opérateur de vente volontaire reçoit une lettre des héritiers de l'artiste qui disent « Attendez, cette œuvre n'appartient pas à ce collectionneur, c'est en fait la propriété de notre artiste qui était notre grand-père ou notre arrière-grand-oncle ou tante. Et donc, je vous demande d'arrêter la vente. La vente a lieu 48 heures après et l'opérateur de vente volontaire se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on agisse très vite, il faut qu'on puisse résoudre cette question, éventuellement trouver un accord. Et c'est comme ça que j'ai eu des médiations qui sont terminées à minuit, vraiment quelques heures avant la vente, parce qu'il y avait un problème sur la propriété qu'il fallait régler immédiatement.
Ça peut être aussi un problème sur l'authenticité. Vous héritez, par exemple, d'un beau vase chinois que vous voulez vendre, ne serait-ce que payer les droits de succession. Vous remettez le vase chinois en vente et là, l'opérateur de vente volontaire ou le galeriste vous dit, mais écoutez, je suis désolée, j'ai bien examiné votre vase, mais en réalité, ce n'est pas un vase de telle ou telle période qui pouvait coûter des millions d'euros, mais en fait, c'est un vase qui a été refait en Hollande et qui vaut 500 euros. Donc, vraiment, pas la peine pas la peine de nourrir de trop grands espoirs. Et là, forcément, la question de l'authenticité se pose et les gens ne sont pas généralement pas du tout prêts à accepter ce type de décision sans avoir au moins une expertise. Il peut aussi y avoir des problèmes de provenance avec des affaires, notamment qu'on a vu récemment concernant des biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, des questions de propriété intellectuelle, de succession d'artistes, peut-être on en reparlera, des problèmes de paiement, tout simplement, hein, des problèmes contractuels, des problèmes d'artistes et de galeries. Si par exemple l'artiste veut quitter une galerie, soit c'est dans ce sens-là, soit c'est la galerie qui ne veut plus représenter l'artiste. Et là, il va se poser toute une série de questions sur les comptes entre les parties, sur le sort des œuvres, et puis sur la fin des relations et sur l'avenir. Hein. Qu'est-ce que les parties vont dire? Comment on va faire pour s'entendre? Parce que je vous parle de tous ces acteurs, de toute cette variété, cette typologie des conflits variés, mais c'est un petit monde. Donc, comme c'est un petit monde, il ne va pas falloir se fâcher trop gravement parce qu'on est peut-être amené à se revoir et on est peut-être amené à faire des affaires ensemble. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont très passionnés, mais on est quand même face à des intérêts économiques importants et donc il va falloir s'entendre. Et c'est là où la médiation est intéressante. Alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que cette question de la médiation, elle n'est pas tout à fait nouvelle dans le marché de l'art. Dès le début des années 2000, en fait, on s'est mis à parler de médiation. C'était les balbutiements, en fait. Mais c'est quand même notable de voir que les grandes institutions comme l'ONPI à Genève, comme l'UNESCO, avaient, dès cette époque-là, en fait, prévu dans leur règlement interne des processus de médiation. Et moi-même, j'avais suivi une formation à l'ONPI à Genève, justement, en 2009, je crois, sur la médiation. Mais ça n'avait pas vraiment pris encore, si vous voulez. Oui, alors il y avait tous ces processus, il y avait pas mal de conférences sur la médiation dans le marché de l'art, mais en réalité, il n'y avait pas d'affaires. Et ça, voilà, donc on en parlait, mais on n'était pas encore arrivé vraiment à des cas. Et pour moi, en fait, le grand essor, le grand développement et donc le début de la lune de miel, puisqu'avant on n'en était qu'à une rencontre, hein, on s'était un peu aperçu entre la médiation et le marché de l'art, mais ça n'avait pas pris. Et ça a pris, en fait, le coup de foudre, puisqu'on va parler ensuite de lune de miel, le coup de foudre pour moi a eu lieu très récemment lorsque les magistrats ont eu, par la loi, le pouvoir de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Alors là, vraiment, moi, j'ai senti la différence, mais quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que on a au cabinet quand même on fait du contentieux et du conseil, mais on avait un volant
d'affaires et tout d'un coup, tout allait pratiquement, mais je dirais à 80%, les affaires ont commencé à venir en médiation. Donc, je ne sais pas, décembre 2019, j'avais X dossiers devant le tribunal judiciaire de Paris. Janvier 2020, j'avais 3 médiations. Et puis, petit à petit, en fait, là, je me rends compte qu'on a encore, bien sûr, des dossiers contentieux, hein, parce que d'abord, il y a les médiations, tout le monde n'est pas d'accord, et puis bon, après, il y a des dossiers spécifiques qui se plaident. Mais la grande majorité, maintenant, vont en médiation. C'est pour ça que là, on est dans une sorte de lune de miel. Pourquoi on est en lune de miel? Parce que ça répond à un besoin. C'est confidentiel. Ça intéresse beaucoup. Mais ça n'intéresse pas seulement pour des mauvaises... Enfin, il n'y a pas de mauvaises raisons, mais je dirais que c'est très, très important parce que quand, par exemple, on a une œuvre d'art sur le marché et qu'il survient un conflit à propos de cette œuvre d'art, parce qu'il y a un doute sur la propriété, il y a un doute sur sa provenance, ou il y a un doute sur son authenticité. L'œuvre d'art est morte si ça se sait. Si ça se sait qu'il y a un doute ou qu'il y a un conflit, on ne peut plus vendre cette œuvre. L'œuvre a perdu, l'œuvre est brûlée. On dit qu'elle est brûlée sur le marché. Et généralement, les professionnels nous disent il faut attendre 5 ans pour pouvoir la remontrer. Donc, si vous voulez, vous voyez, on commence, enfin, débuter un conflit, c'est aussi très, très sérieux. Il faut prendre toutes ces précautions parce que si on se trompe, on risque de briser la valeur d'une œuvre. Donc, c'est pour ça que la confidentialité va être très importante. Et ça séduit les intervenants du marché de l'art. La rapidité aussi. La rapidité, on a vu au début que les intervenants étaient très variés. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a des personnes qui n'ont pas vraiment les reins assez solides pour pouvoir soutenir un litige qui va durer 4 ans, 5 ans, voire parfois même 10 ans. Donc il y a aussi cette difficulté. C'est vrai que dans la presse, on lit parfois qu'il y a eu des ventes avec des centaines de millions. C'est vrai, tout ça, ça existe. Mais il y a aussi l'autre face qui est moins médiatique, qui est moins vue, et toute une série de petits acteurs sont intéressés, ne peuvent pas rentrer dans les longs conflits. Donc, il faut que ce soit rapide. Et puis, ça, c'est très important. On parle d'art, donc on parle de créativité. Et c'est vrai que la médiation permet des solutions créatives, des solutions out of the box, comme on dit. Je vous donne un exemple. J'avais une médiation avec un collectionneur étranger qui avait acheté aux enchères des œuvres d'art contemporain d'un artiste vivant, d'un artiste étranger, mais vivant et en production. Et un litige survient, il y avait un problème avec les œuvres. Bon, un des points de solution, qu'est-ce que ça a été? Ça a été de réussir à prendre contact avec l'artiste qui n'était pas concerné du tout par le litige. L'artiste était juste, il avait créé les œuvres dont il était question dans la médiation. Et on a réussi à convaincre cet artiste ensemble de refaire une œuvre. Donc ça n'aurait jamais été possible, bien entendu, dans un litige devant un tribunal, puisqu'on aurait été partie contre partie, collectionneur contre vendeur, et puis on n'aurait même pas considéré l'artiste. Alors que là, c'était incroyable. Donc, on a renvoyé. Les audiences étaient devant le juge des référés. D'ailleurs, là, on se posait un peu des questions de savoir, oh là là, on a un peu dépassé les délais, comment on fait? Parce que est-ce qu'on est dans le conventionnel? Est-ce qu'on est dans le judiciaire? Peut-être on parlera de tout ça
plus tard. On était dans une sorte de... Voilà, enfin, on essayait de caler quand même, de faire que ce soit bien, bien carré. Et au bout d'un an, l'artiste avait refait une œuvre, elle a été envoyée. Enfin bon, vous voyez, donc ce que je veux dire par là, en vous parlant de cet exemple-là, c'est que ça permet des solutions vraiment autres, des solutions pour sortir du litige auquel qu'on n'aurait pas pu, même si on y avait pensé, qu'on n'aurait pas pu mettre en œuvre en dehors du cadre de la médiation. Et puis aussi, autre intérêt, et comme en discutant un petit peu avec vous ce matin, il y a parmi vous des experts, l'expert, il est très important dans un conflit en marché de l'art. C'est parfois de lui dont va dépendre, de lui ou d'elle, dont va dépendre la solution. Alors, on n'est pas là pour parler des experts en marché de l'art, parce que là, il nous faudrait plusieurs heures, parce que c'est une question très intéressante et très complexe, puisque, en gros, il nous faudrait un artiste par type d'œuvre, enfin, un expert par artiste et par type d'œuvre. Mais quand je parle des experts, je veux parler de ces experts-là, parce que là, c'est important de les faire venir à la médiation, mais, attention, on parle aussi de chiffres. Donc, parfois, il nous faut des experts parce qu'il faut faire les comptes entre les parties. Et les comptes ne sont pas faciles. N'oublions pas que le marché de l'art, jusqu'à, je dirais, une vingtaine d'années, c'était le monde de la parole. Ce n'était pas le monde de l'écrit. Donc, les gens faisaient affaire, c'était une poignée de main, mais on n'a pas de facture, on n'a pas de contrat, on n'a pas de papier. Dans beaucoup de cas, quand il faut revenir à l'historique, qu'est-ce qui s'est passé en 1953, bah, c'est pas facile parce qu'on n'a pas la documentation. Donc il y a tout un travail même d'historien à faire pour aller faire des recherches et essayer de retrouver. Vous voyez, donc on a toute une série, toute une palette d'experts potentiels à faire intervenir dans ce type de médiation ou des questions qui ne sont pas des questions, qui sont des questions juridiques, bien sûr, parfois. Mais, enfin, ça sous-tend, il y a une question juridique qui sous-tend le litige, mais il y a aussi toute une série de questions qui vont nécessiter l'intervention d'un expert dans plein de spécialités différentes. Et je parlais du chiffre, mais le chiffre n'est pas la moindre des spécialités. Parce que parfois les comptes sont pas très, très, très faciles à faire. Donc, la lune de miel, ben, je dirais que moi, ce que je vois, c'est quand même que oui, on est dans une lune de miel en ce moment parce que on répond à un besoin. Et on répond à un besoin, je dirais, à tel point que pour moi maintenant, ça rentre dans la stratégie du dossier. C'est-à-dire que quand je reçois un client, déjà ça je l'avais appris dans mes cours de médiation, tout de suite je lui parle de la possibilité d'une médiation. Voilà, pour pas que la personne se dise après, oh mais, enfin, déjà pour qu'elle soit informée du fait que la médiation va être une donnée à prendre en compte. Est-ce qu'on va y aller ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas, on va y aller. Et puis aussi, et après, confrère, vous me poserez peut-être une autre question, mais ce que je peux te dire, puisque je vous dis tout ce matin, puisque bon, c'est tôt, on est entre nous, mais parfois aussi, pour moi, si je sais, par exemple, que le confrère ou la consoeur adverse est un peu compliqué, on va dire. Et qu'en fait, je pense qu'on pourrait trouver une solution avec le client, avec son client, mais je ne peux pas atteindre son client, bien sûr. Comment je vais faire pour parvenir en fait à faire entendre à la partie adverse la vision ou les besoins, les intérêts de mon client.
alors, et là, donc, là, il y a un aspect stratégique. Donc, j'ai envie d'une médiation aussi, bien sûr, pour parvenir à une solution, et parvenir à une solution parce que j'ai besoin de pouvoir exprimer à la partie adverse la position de mon client pour qu'elle soit bien comprise et qu'on puisse voir ensemble comment médier. Et je dois dire que la position très pro-médiation du juge des référés, même des juges des référés au tribunal judiciaire de Paris, est une aide merveilleuse. C'est fantastique pour nous parce qu'on sait que on va avoir, dans la plupart des cas, cette information à la médiation et il faut vraiment que là, on se dise, voilà, on saisit cette occasion qui nous est donnée. Bon, parfois, ça ne marche pas, mais, mais quand même, dans la plupart des cas, ça marche. Donc, pour le moment, je dirais que oui, on a quand même, on est quand même dans cette lune de miel, puisque dans la plupart des cas, Merci. Anne-Sophie, merci pour ce propos très clair sur le sujet. C'est vrai que j'avais des questions à vous poser, mais vous y avez en partie répondu dans votre propos. Il est 9 heures, je propose qu'on passe aux questions du public. J'avais juste une question. Euh, Est-ce que vous pourriez en quelques mots faire état d'une médiation qui a réussi et pourquoi, et peut-être aussi d'une médiation qui a échoué et pourquoi? bien sûr. Alors la médiation qui a réussi, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure avec ce conflit entre un collectionneur étranger, une maison de vente française, un artiste qui était situé dans un autre pays. Et donc là, on avait vraiment tous les ingrédients, hein. Donc, le collectionneur était furieux, il avait été vraiment complètement conquis par l'œuvre, il était plein de passion. En même temps, c'est un collectionneur qui a une énorme collection, qui a des musées, enfin, donc c'était quand même aussi des intérêts économiques. Le, le, L'opérateur de vente volontaire, c'est-à-dire la maison de vente, elle était très embêtée parce que l'œuvre qu'elle avait vendue était dans un mauvais état. Elle voulait pas, surtout pas se fâcher avec le collectionneur parce qu'elle ne pouvait pas se fâcher avec lui, ne serait-ce que parce qu'il était trop important sur le marché de l'art dans ce secteur. C'était un secteur très précis d'art contemporain. Euh, donc, donc, elle était très embêtée. Donc on avait tous les ingrédients, on avait le côté international, on avait aussi le besoin de résoudre rapidement, et puis on est parvenu à cette solution, donc composée de, bon, il y avait plusieurs choses dans la solution, mais il y avait notamment cet appel à l'artiste pour qu'il puisse refaire une œuvre. On a eu aussi l'appel à un expert. Enfin, vraiment, on a eu un peu tous les ingrédients et on est parvenu à un accord. Euh, j'ai un dossier alors donc pour pas simple, pardon, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, juste pour vous dire que les raisons du succès, c'est que tout le monde avait intérêt. Voilà. Et il y a eu une bonne compréhension. Il y a eu un travail aussi des avocats accompagnateurs à la médiation, si je peux donner un petit, faire un peu la pub quand même parfois des avocats accompagnateurs à la médiation, parce que je pense qu'on a quand même un rôle important à jouer et puis ça peut être décisif, hein. Si on a un avocat qui n'est pas parti pour la médiation, qui est compliqué, qui veut pas, c'est vraiment, c'est terrible. Et d'ailleurs, ça a été le cas dans le dossier où finalement on n'est pas parvenu à une médiation. Là, on était plusieurs avocats enfin, notre adversaire qui était en demande était vraiment pas du tout dans la médiation. Je veux dire, c'était, je sais pas, on a eu des réunions, on a tenté, on a essayé, et finalement, il n'y a pas eu d'accord. Euh,
Voilà. Il n'y a pas eu d'accord. Je pense que le demandeur n'était pas non plus parti. Le demandeur était américain. Il avait une autre vision de son dossier, si vous voulez. En fait, il ne voulait pas transiger. Enfin, il ne voulait pas trouver d'accord. Voilà. Donc, bon, on verra ce que donne l'affaire. Hein. L'affaire est pendante maintenant devant les tribunaux. Donc, c'est. Il y a beaucoup de questions, donc si je vous Oui. permettez, je vais passer la parole d'abord à Emmanuel Duparc et puis sur